Une fillette de 12 ans a été enfermée dans l'obscurité pendant 11 ans par son propre oncle, sans aucune information personnelle dans le système. C'était comme si elle n'existait pas, jusqu'à ce qu'un milliardaire intervienne pour l'aider en voyant dans ses yeux un regard vide, affolé et d'un silence anormal pour une enfance. Ce fut le moment qui marqua le début d'un voyage pour reconquérir la lumière pour une enfant que le monde avait oubliée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel était d'un gris poisseux, comme si quelqu'un avait étalé une poignée de cendres sur la vitre de la ville. Le bureau de l'aide sociale était si froid ce jour-là que le cliquetis du stylo de l'employé résonnait comme le tapotement des phalanges sur une pierre tombale. Irene entra lentement, avec hésitation, comme quelqu'un qui avance à gué en aux inconnus. Elle avait la petite quarantaine, les yeux presque aveugles et le dos voûté, comme si elle avait vécu plusieurs vies d'épuisement. À ses côtés, Elena se déplaçait comme une petite ombre, la tête baissée, les mains agrippées à la jupe de sa mère, silencieuse, ne regardant personne. Au fond de la pièce, Daniel Reed, un milliardaire de la tech, venait de signer les papiers pour financer une fondation pour les enfants maltraités. Il n'avait pas l'habitude de se trouver dans des endroits pareils, mais aujourd'hui, il voulait remettre la décision en personne, pour voir de ses propres yeux ce dont les gens avaient besoin. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Daniel s'arrêta net en voyant la mère à l'air perdu et l'enfant, silencieuse comme si elle était habituée à vivre au ras du sol. Elena ne s'assit pas, bien qu'il y eût un long banc vide et propre dans la salle d'attente. Elle restait simplement là, le dos collé au mur, comme une ombre cherchant à disparaître, les yeux fixés sur le sol, les pieds croisés, les épaules rentrées. La réceptionniste lui fit un geste doux en direction du banc. « Tu peux t'asseoir, ma chérie. » Elena secoua la tête, un mouvement presque imperceptible, sans mots, sans expression, juste un souffle retenu dans sa poitrine. Daniel remarqua que ce n'était pas que la fillette ne savait pas s'asseoir, c'est qu'elle n'osait pas. Comme si s'asseoir était un péché, comme si quelque part dans son passé, le simple fait de se baisser déclencherait une main s'abattant sur sa nuque. La réceptionniste fronça les sourcils. Elle baissa les yeux vers la fillette, puis les leva vers sa mère. « Quel âge a-t-elle » Irene répondit doucement, comme si elle craignait que ses propres mots ne se brisent. « 12 ans. » Tout le bureau se figea. Daniel arrêta de boutonner son manteau. Son regard s'attarda sur Elena, sur les petites épaules qui tressaillirent à l'approche d'un membre du personnel. La fillette se recroquevilla derrière sa mère, sans réaction verbale, juste un mouvement si léger qu'il était presque invisible. Mais cela n'échappa pas à Daniel. Il avait déjà vu des enfants qui avaient été blessés. Ils avaient le même regard, pas celui des enfants, sans éclat, sans émerveillement, sans innocence. Seulement la peur, constante, comme si le monde entier était un couteau. La réceptionniste se leva, les yeux toujours fixés sur Elena. « Tu es en quelle classe » Elena ne répondit pas. La main qui serrait la jupe de sa mère tremblait. Daniel s'approcha. « Excusez-moi, dit-il, sa voix assez douce pour ne surprendre personne. « Est-ce qu'elle va bien » Irene tourna la tête, le visage hanté. « Nous sommes ici pour demander une aide médicale, murmura-t-elle. Mes yeux, je ne vois plus très bien. » Un autre employé intervint, « La petite, elle ne va pas à l'école. » Nouveau silence. Irene ne répondit pas, ne nia pas, n'expliqua pas. Juste un long soupir, comme si tout s'était passé il y a si longtemps que les mots n'avaient plus d'importance. Daniel regarda Elena. « Comment t'appelles-tu » La fillette resta là, regardant Daniel, mais sa main lâcha la jupe de sa mère pour se serrer en un point à son côté. « Je pense, » dit Daniel en se tournant vers le personnel, « que nous devrions probablement appeler un spécialiste pour une évaluation. » L'employé hocha la tête, commençant à taper sur son clavier, les doigts maladroits comme si elle n'avait jamais tapé sous le regard d'un millionnaire. Daniel s'éloigna du comptoir. Il resta un instant silencieux près de la fenêtre, regardant le parking luisant de pluie, mais ses yeux ne voyaient pas vraiment la rue. Ils étaient toujours fixés sur le visage d'Elena, sur les petites épaules qui sursautaient à la moindre approche, sur les yeux qui ne se levaient jamais. « Avez-vous déjà vu un enfant qui ne sait pas pleurer » demanda Daniel à son assistant, la voix basse. Pas parce qu'ils ne sont pas tristes, mais parce qu'ils ont appris à ravaler leurs larmes pour ne pas se faire battre pour avoir pleuré. L'assistant ne dit rien. Daniel se retourna vers le bureau d'aide sociale. Elena était toujours debout. Les gens parlaient autour d'elle, mais personne ne lui parlait vraiment. Daniel s'approcha lentement, s'agenouilla, tendant la main, sans la toucher, juste en l'offrant silencieusement. « Petite, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider »
Pour la première fois, Elena leva les yeux. Son regard croisa le sien, juste un très bref instant, puis se baissa brusquement, comme une porte qui claque. Mais Daniel l'avait vu. Dans ses yeux, il n'y avait pas d'enfance, seulement une obscurité et une peur gravée dans sa chair. Daniel sortit une carte de visite et la plaça dans la main d'Irene. « Je suis Daniel Reed. Je suis prêt à vous aider si vous et votre fille en avez besoin. S'il vous plaît, contactez-moi. » Irene ne regarda pas la carte, mais elle hocha très légèrement la tête, comme quelqu'un de trop habitué au rejet, maintenant surpris d'être entendu. Daniel se retourna, jetant un dernier regard vers Elena. La fillette regardait ses pieds, sa main serrée, les ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'à la blanchir. Il murmura pour lui-même, mais assez fort pour être entendu, « Un enfant ne devrait pas avoir des yeux comme ça. » La ruelle du quartier pauvre ne captait presque aucune lumière du soleil, comme si celui-ci refusait de l'éclairer. Le numéro 46, avec ses murs écaillés et son toit de guingois, se tenait silencieux, comme une vieille boîte en carton oubliée au milieu d'un tas de boîtes de conserve rouillées. Elena suivit lentement sa mère après être rentrée du bureau d'aide sociale. Ses pas ne faisaient aucun bruit, comme si même ses sandales savaient que cet endroit n'autorisait pas le bruit. Irene tâtonna pour trouver la serrure. Elle ne dit rien, toucha simplement la serrure, puis le cadre de porte en bois pourri, familier à son toucher. À l'intérieur, c'était le noir complet. Pas le genre d'obscurité causée par un manque de lumière, mais une obscurité délibérée. L'obscurité de couvertures noires clouées sur les fenêtres, l'obscurité d'ampoules retirées depuis longtemps, l'obscurité d'un endroit où les gens ne vivaient pas, mais survivaient. Un grognement retentit depuis un coin de la maison. Léonard. Elena se figea, son corps reculant instinctivement, sa main agrippant la jupe de sa mère, mais il n'y avait personne pour la retenir. Irene continua d'avancer, sa main traçant le mur comme une aveugle, mémorisant chaque fissure pour s'orienter. Le cliquetis d'une chaîne traînant sur le sol. Une silhouette grande et massive émergea de l'ombre, vêtue d'un débardeur jaune taché, puant l'alcool. Espèce de déchet. Vous êtes allé mendier quoi, cette fois? Léonard n'attendit pas de réponse. Il attrapa l'épaule d'Elena, la tirant à l'intérieur comme un sac de sable. Elena ne cria pas. Elle savait que pleurer ne ferait qu'empirer les choses. Il la traîna à travers le salon exigu, ce qui avait été un salon n'étant plus qu'un dépotoir de canettes de bière et de fils électriques pendants. Il la jeta sur une chaise en bois à laquelle il manquait un pied, la forçant à s'asseoir. Sa main, grande comme celle d'un oiseau de proie, enroula une corde autour d'elle. « Combien de fois je t'ai dit? Qui t'a donné la permission de regarder des étrangers ?» Elena haleta. Un chiffon fut enfoncé dans sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant sans expression l'ampoule éteinte du plafond. Léonard recula, inspectant la chaise comme s'il venait d'accomplir une tâche essentielle. Il expira brusquement, puis pointa un doigt vers le visage d'Elena. « Regarde-toi. Une vraie ordure. Née sans savoir parler, sans savoir baisser la tête. Tu n'es bonne qu'à me donner mal au crâne. » Elena tremblait, les yeux grands ouverts, mais elle ne pleurait pas. Elle n'osait pas. « Combien de fois je t'ai dit, ne lève pas la tête, n'ouvre pas la bouche, ne respire pas comme si tu valais quelque chose. » Il se pencha, sa voix plus basse mais s'infiltrant dans chaque os. « Tu n'es pas humaine. Tu es quelque chose que je dois supporter chaque jour depuis que ton père est mort et que ta mère était trop stupide pour t'abandonner. » Elena ferma les yeux, ne laissant pas les larmes couler, car elle savait que les larmes le mettaient encore plus en colère. À ce moment, dehors dans la cour, une voiture noire était garée à proximité. Daniel Reed n'était pas parti. Il ne savait pas pourquoi il les avait suivis. Quelque chose n'allait pas, ce sentiment ne l'avait pas quitté depuis qu'il avait regardé dans les yeux d'Elena au bureau. Puis il entendit un bruit, comme quelque chose qu'on traîne à l'intérieur. Une voix d'homme rude qui maudit. Un fracas, quelque chose qui tombe au sol. Daniel ouvrit la portière de la voiture. Il se dirigea rapidement vers la maison délabrée. En s'approchant, il vit que la porte n'était pas verrouillée. Il la poussa doucement, et la porte s'ouvrit. Il entra. Devant lui se trouvait une scène qui glaça tout en lui. La fillette était attachée à une chaise, un chiffon dans la bouche. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si elle n'était plus une enfant. Un homme se tenait devant elle, tenant encore le morceau de corde qu'il venait d'utiliser pour l'attacher. Daniel cria « Arrêtez !» Léonard se retourna brusquement, surpris. « Qui diable êtes-vous? Dégagez !» Il se jeta en avant dans un mouvement étonnamment rapide, attrapa la poignée de la porte et la tira violemment.
Un grand coup retentit alors que la porte de la pièce où Elena était attachée se ferma juste devant Daniel. Le verrou s'enclencha. « J'ai appelé la police », dit Daniel en sortant son téléphone, ses yeux ne quittant jamais la fillette. « Ne touchez pas à cet enfant. » Léonard s'avança, mais Daniel ne recula pas. Il ne s'y pas. « Vous ne savez pas qui est cette gamine, hein? Elle et sa mère vivent à mes crochets. Qui vous a donné la permission de vous mêler des affaires de ma famille ?» Daniel ne répondit pas, se contentant d'appuyer sur le bouton d'appel, sa voix claire pour l'opérateur, « Il y a un enfant maltraité. Une assistance urgente est nécessaire. » L'adresser ? Léonard fit un mouvement pour attaquer. Daniel sortit son portefeuille, le jetant par terre. « Vous voulez de l'argent? Prenez tout. Mais ne touchez plus à cette fille. » À ce moment, Elena entendit tout ce que Daniel disait. Elle leva lentement la tête. Elle regarda vers la porte, juste un regard, mais il contenait un appel désespéré. C'était l'obscurité qui lui était si familière, maintenant juste un cocon fermé. C'était une confession silencieuse. Je ne sais pas comment vivre autrement que dans le silence. Irene se tenait silencieusement à la porte de la pièce voisine. Elle ne pouvait rien voir, mais elle pouvait entendre. Elle entendit des pas précipités, le serrage d'une corde, les cris de l'homme. Elle serra sa jupe mais ne sortit pas. Daniel ne quitta pas des yeux la porte qui venait d'être claquée. Il la frappa de nouveau, se tournant vers Léonard, la voix tendue. « Vous retenez une enfant prisonnière. Je ne laisserai pas passer ça. C'est moi qui l'élève. Je suis son tuteur légal. De quoi vous mêlez-vous » Daniel recula d'un demi-pas, mais sa voix resta ferme. « L'élever ? L'attacher à une chaise, c'est l'élever ? Lui mettre un chiffon dans la bouche, c'est prendre soin d'elle ?» Léonard ricana, un sourire tordu, comme quelqu'un qui ne sait plus distinguer le bien du mal. « Vous ne savez rien. Elle n'est pas comme les enfants normaux. Elle est muette, elle est malade. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. » Daniel fit un pas en avant, les poings serrés, regardant Léonard droit dans les yeux. « Elle n'est pas malade. C'est une enfant. Une enfant que vous torturez chaque jour. » Léonard rugit, « Je lui apprends la vie. Personne d'autre ne peut la supporter. Personne d'autre ne la veut. Même sa mère n'ose pas dire un mot. » Daniel rétorqua, « Personne ne la veut parce que des gens comme vous leur font croire qu'elle ne mérite pas de vivre comme un être humain. » Daniel fut chassé par Léonard, qui verrouilla rapidement la porte. Il resta là, fixant la vieille maison délabrée et désolée. Aujourd'hui, il sauverait cette fille de cet enfer, à n'importe quel prix. Jouons un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez salade dans les commentaires. Seuls ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. 6 minutes à peine après l'appel de Daniel, la police arriva. Le bruit des voitures de police résonna au bout de la ruelle, sans sirène, juste les gyrophares rouges et bleus fendant la fine brume. Léonard leva la tête, les yeux plissés. Il se dirigea rapidement vers la fenêtre, tirant le rideau gris poussiéreux. Dehors, 2 officiers venaient de sortir de leur voiture, s'approchant avec la démarche familière de ceux qui portent le pouvoir et la justice. Léonard grogna entre ses dents, comme un animal paniqué dont on aurait découvert le nid. « Merde !» Il laissa tomber le rideau, se tournant brusquement vers la pièce où Elena était attachée, ses yeux remplis de quelque chose de plus sombre encore que l'obscurité de la pièce. Un coup sec et fort retentit à la porte d'entrée en bois. Léonard ouvrit, avec la même attitude agressive d'une bête provoquée. « Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous avez un mandat ?» Un des officiers brandit son insigne. « Nous avons le droit de mener une enquête d'urgence suite à un signalement de maltraitance d'enfants. » Personne n'est maltraité ici. Vous êtes fous. Dégagez. Léonard essaya de claquer la porte, mais un autre officier la bloqua. En une fraction de seconde, il se jeta en avant pour frapper, mais ils étaient préparés. Les 2 officiers maîtrisèrent Léonard en quelques secondes. Il continua de hurler, proférant toutes les insultes qu'aucune personne saine d'esprit ne pourrait imaginer. Irene était assise sur le canapé, immobile, silencieuse, sans pleurer, comme un vieux meuble de la maison. Ses yeux ne se fixaient sur personne. Elle était juste assise là, comme elle l'avait été pendant de nombreuses années. Daniel se tenait à l'extérieur, sans entrer. Il ne voulait pas qu'Elena assiste à d'autres scènes qui la traumatiseraient davantage. Mais il gardait un œil sur chaque mouvement de la police. Ils allèrent à l'arrière de la maison. Un officier cria, « Trouvez une pièce verrouillée ». Le bruit d'une chaîne déverrouillée, la porte en bois qui grince en s'ouvrant. L'odeur de moisi et d'abandon les frappa comme une gifle.
À l'intérieur, pas de lumière, pas de fenêtre. Un matelas moisi était taché de plaques noires comme du sang séché. Contre le mur, une corde était attachée, les marques imprimées sur le sol n'étant pas encore effacées. Pas de jouets, pas de photos, aucun signe d'enfance. Seulement un lieu où le silence devait régner. Elena fut sortie de la maison, enveloppée dans une fine couverture. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, ne résistait pas, ni ne demandait où elle allait. Elle ne savait pas ce que le monde extérieur lui ferait, mais au moins, elle n'était plus dans l'endroit qu'on avait autrefois appelé sa maison. 2 officiers tenaient fermement Léonard menotté, le poussant hors de la porte de la maison moisie. Il se débattait encore, la bouche crachant des insultes, les yeux flamboyants en croisant Daniel et Elena. Irene fut conduite dehors ensuite, non menottée, mais ses pas étaient lourds, comme si elle ne savait plus où elle allait. Ses yeux étaient troubles, sans concentration, ne regardant ni Daniel, ni Elena, ni personne. Un officier parla rapidement à Daniel, ils seront tous les 2 emmenés au poste pour interrogatoire. L'homme est détenu pour suspicion de maltraitance d'enfants. La femme a besoin d'une évaluation de sa capacité à s'occuper d'elle. Daniel hocha la tête, sans rien dire. Il regarda la silhouette de Léonard être poussé dans la voiture de police, puis regarda Elena et se jura silencieusement qu'il ne laisserait plus cet homme lui faire de mal. Daniel marchait à côté du brancard pendant que les ambulanciers l'emmenaient à l'ambulance. Le vent de la nuit le fit légèrement frissonner, mais ses yeux ne quittaient pas la fillette. Il lui tendit une petite bouteille d'eau. Elena la prit, mais ne but pas. Elle le regarda, non pas pour demander la permission, mais comme si elle vérifiait si cette personne disparaîtrait si elle clignait des yeux. Son regard s'accrochait à lui comme à une encre dans une mer noire. Daniel serra le poing, disant doucement, « Tu es en sécurité maintenant. » La fillette fut emmenée dans un hôpital psychiatrique pour enfants environ 20 minutes plus tard. Dans la salle d'attente, personne ne parlait. Seul le tic-tac de l'horloge murale et les pas des infirmières dans le couloir se faisaient entendre. Daniel était assis en face du docteur Marie, une femme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, les yeux expérimentés mais sans avoir perdu leur douceur. « Cette fille n'a pas dit un mot », dit Daniel d'une voix lente. « Elle n'a même pas pleuré. » Marie hocha la tête. Elle a été complètement coupée du langage pendant longtemps. Cela affecte gravement les zones du développement cognitif et de la communication. Pourra-t-elle se rétablir? Marie resta silencieuse quelques secondes. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle puisse se rétablir, mais s'il reste une lueur d'espoir, cela doit commencer par la connexion. Daniel regarda à travers la vitre où l'on changeait Elena. Son corps était maigre, son dos couvert de plaques rouges comme si elle n'avait jamais guéri. Il dit avec détermination, « Je financerai l'intégralité du processus de traitement. » Marie sourit. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'argent, mais de quelqu'un qui ne l'abandonnera pas en cours de route. Quand Elena fut emmenée à l'unité d'hospitalisation, Daniel l'attendait au bout du couloir. Il tenait une petite poupée tricotée, au visage rond, aux cheveux bruns, aux yeux brodés de fil bleu. Il s'assit sur une chaise, plaça la poupée dans sa paume et attendit. Elena s'approcha. Elle ne regarda pas la poupée, ne le regarda pas lui, mais ses yeux étaient toujours fixés sur lui, comme si elle craignait qu'en un instant d'inattention, il disparaisse. Daniel lui tendit la poupée. Elle s'appelle Mia. Elle ne sait pas parler, mais elle aime être câlinée. Elena le fixa, ne la touchant pas tout de suite. Daniel ne la pressa pas, ne dit rien de plus. 1 minute passa, puis 2. Puis une petite main tremblante s'avança lentement, toucha la poupée, la serra contre sa poitrine. Daniel poussa un soupir de soulagement. C'était comme s'il venait de surmonter la première tempête. Nous venons d'ouvrir une petite porte, pensa-t-il. Les enfants sont souvent silencieux parce qu'ils n'ont personne pour les écouter. Mais aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, Elena avait tendu la main, et quelqu'un ne s'était pas retiré. La salle de réunion du petit poste de police avait des murs recouverts d'une peinture grise délavée qui s'était décolorée au fil des ans. Le ventilateur de plafond tournait lentement, produisant un vrombissement régulier, comme le souffle las d'un système judiciaire accablé. Daniel était assis en face du chef de la police à Monde, un homme dans la 50aine, la barbe grisonnante, le visage buriné mais incapable de cacher sa tension. Sur la table se trouvait un dossier épais qui venait d'être ouvert. La première ligne fit retenir son souffle à Daniel, dossier personnel, Elena Carson. Nous avons confirmé, dit Hammond en montrant une vieille photo d'une famille de 3. Le nom de la fillette est Elena, la fille biologique d'Andrew Carson, le frère de Léonard. Daniel fronça les sourcils. Léonard est donc son oncle. Oui.
Après la mort d'Andrew dans l'incendie de leur maison en 2014, Irene et Elena ont emménagé temporairement chez Leonard. Mais comme la santé d'Irene n'était pas bonne, Leonard est devenu le tuteur officiel des deux. Daniel jeta un coup d'œil au coin de la table. Il y avait une copie d'un certificat de décès avec un cachet maculé. Cause du décès, brûlure grave due à un incendie. Daniel tourna à la dernière page du dossier médical récent d'Elena. Les mots étaient imprimés en gras, froid comme un couteau, état nutritionnel, masse grasse de seulement 6%. Anémie chronique. La colonne vertébrale montre des signes de courbure anormale, suspectés d'être dus à une posture incorrecte prolongée. Ses yeux s'arrêtèrent au milieu d'une phrase, sa main se resserrant sur le papier. Il ne pouvait pas continuer à lire. Un souffle se coinça dans sa poitrine. Ce n'était plus un dossier médical, c'était la preuve d'une destruction silencieuse, prolongée et délibérée. Il posa le dossier, fermant les yeux une seconde, non pas parce qu'il n'osait plus regarder, mais parce que s'il regardait plus loin, il avait peur de crier dans cette salle de réunion déjà pesante. Le chef de la police tourna à la page suivante. Voici une déclaration d'un voisin. Voulez-vous l'entendre? Daniel hocha la tête. Un enregistrement fut diffusé. La voix d'une femme âgée résonna, apparemment une voisine, nous n'avons jamais vu la fillette aller à l'école. Une fois, j'ai demandé et monsieur Léonard a dit qu'elle était malade. Mais quel genre de maladie vous oblige à être attaché à une chaise toute la journée? Je ne comprends pas. Pendant des années, cette fille était comme un fantôme. Personne ne savait même si elle était là ou non. Daniel serra le poing sous la table. Le chef de la police ferma le dossier. La fillette n'a pas de certificat de naissance, pas d'éducation, pas de carnet de vaccination. Dans le système administratif, Elena Carson n'a jamais existé. L'atmosphère dans la pièce s'alourdit. Daniel se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, les yeux troubles. Un être humain, sans nom, sans âge, sans histoire. Juste une ombre oubliée. Et Irene, demanda-t-il doucement. Hammond lui tendit une transcription. Elle est détenue pour interrogatoire, mais elle est presque complètement aveugle et a été totalement dépendante de Léonard pendant des années. C'est aussi une victime. Un clip fut diffusé. Irene dans la salle d'interrogatoire. Ses mains minces tremblaient, son visage sans soutien, sa voix rauque, s'interrompant au milieu. Je ne vois rien. Léonard a dit qu'elle était maudite, qu'elle était un fardeau. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Elle éclata en sanglots silencieux, juste des sanglots brisés. La scène fit détourner le regard à Daniel. Et Léonard, demanda-t-il. Hammond soupira. Détenu pendant 48 heures. Mais comme il n'y a pas de preuves claires, pas de clip, pas de témoin direct l'ayant vu lever la main sur la fille, il pourrait être libéré. Daniel leva la tête. Quoi? Nous faisons de notre mieux, dit rapidement Hammond. Mais la loi, c'est la loi. Les blessures d'Elena, aussi graves soient-elles, ne suffisent pas à retenir Léonard s'il n'y a pas de preuves incriminantes claires sur qui les a causées. Daniel se leva. La chaise qui racla le sol produisit un son discordant. Il ne parla pas, fixant simplement le mur où était accroché un panneau, protéger la justice, servir le peuple. Et la justice pour un enfant qui ne sait pas qui appeler père, qui n'ose appeler personne mère, qui n'ose pas faire de bruit? Le chef de la police resta silencieux. Daniel quitta la pièce, marchant dans le couloir menant au bureau de l'assistante sociale. Là, une femme d'âge moyen feuilletait des papiers. Il s'arrêta. Pouvez-vous me dire combien de personnes étaient au courant pour Elena, mais sont restées silencieuses? Elle hésita. Nous n'avons aucune trace. Personne n'a rien signalé, et leur famille vivait assez isolée. Daniel eut un rire sec. Le silence tue, lentement mais sûrement. Ce soir-là, il retourna à l'hôpital où Elena était sous observation spéciale. Elle n'avait toujours pas parlé, mais elle avait commencé à manger un peu de bouillie liquide et restait assise tranquillement quand quelqu'un lui touchait doucement l'épaule. Daniel regarda à travers la vitre. Il la vit serrant la poupée tricotée Mia contre sa poitrine, s'y accrochant comme à un morceau de souvenir qu'elle n'avait jamais eu. En lui, il n'y avait pas que de la colère. C'était le sentiment d'être appelé non pas à être témoin d'une tragédie, mais à y mettre fin. Il se tourna vers le docteur Marie, la voix basse. Je ne veux pas qu'elle grandisse en ayant l'impression d'être l'erreur de quelqu'un. Marie hocha la tête. Alors soyons les premiers à ne pas être silencieux. Mais avant ça, elle a besoin d'un traitement psychologique. Daniel se tenait silencieusement devant la porte de la chambre d'hôpital. Il serra les poings. Dans sa tête, il n'y avait qu'une seule chose.
nous mettrons fin à ça, pour toujours. La salle de thérapie mesurait environ 10 mètres carrés, avec des murs blancs cassés, sans miroir ni caméra, juste la lumière naturelle entrant par une petite fenêtre. Le sol était recouvert d'un tapis doux à poils longs et plusieurs chaises basses de différentes couleurs étaient dispersées, comme si elles attendaient que quelqu'un vienne s'asseoir. Elena était assise dans un coin de la pièce, tenant un crayon de couleur. Devant elle, une feuille de papier vierge, déjà tachée de quelques marques bleues et grises. Elle dessinait lentement, chaque trait hésitant, non pas parce qu'elle n'était pas familière avec le geste, mais parce que chaque ligne portait quelque chose de trop grand pour être exprimé par des mots. Un cercle noir solide se trouvait au milieu, entouré de lignes diagonales comme des barreaux. À l'intérieur, une petite silhouette était assise, recroquevillée, sans visage. À l'extérieur du cercle se trouvait une autre silhouette, grande, avec de longs bras effilés, une grande bouche mais pas d'yeux. Le docteur Marie était assise en face d'elle, sans l'interrompre. Elle se contentait de proposer plus de couleurs, observant silencieusement. Quand Elena s'arrêta, Marie demanda « C'est ta chambre ?» Elena ne hocha pas la tête, ne la secoua pas non plus. Elle rapprocha simplement le papier, dessinant une petite ombre à côté de la silhouette recroquevillée. L'ombre était sa mère, la main touchant le mur mais ne regardant pas à l'intérieur. « Et ça, c'est ta mère ?» Elena regarda le dessin un instant, puis posa son doigt sur les yeux de la mère dans l'image et traça 2 lignes horizontales à travers eux, comme un signe de non-vision. Marie comprit. « Tu ne blâmes pas ta mère, n'est-ce pas ?» Cette fois, la fillette secoua doucement la tête, comme si elle craignait que même le vent l'entende. « C'est bien pour un premier pas. Pas besoin d'avoir peur, nous allons nous y habituer lentement, » dit Marie à Elena avant de quitter la salle de thérapie. La fillette avait simplement besoin de temps. Daniel venait tous les jours, aussi régulièrement qu'un lever de soleil après une tempête. Pas de rendez-vous, pas d'heure fixe, mais chaque matin, la salle de thérapie résonnait de la lecture d'histoires d'une douce voix masculine, mêlée d'imitations de chats, de dragons et même de chants de baleines. Elena, aujourd'hui j'ai apporté une histoire sur une fille nommée Étoile. Elle a vécu dans une boîte pendant 10 ans. Mais elle a quelque chose de spécial. Elena ne demanda pas ce qui était spécial, mais ses yeux s'illuminèrent, comme si elle savait qu'elle allait entendre quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. Daniel continua, dans cette boîte, elle cachait une étoile. Et quand quelqu'un a ouvert la boîte, l'étoile brillait encore. Pour la première fois depuis de nombreux jours, Elena sourit, très légèrement, sans un bruit. Juste les coins de sa bouche qui se contractèrent, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir. Daniel ne s'arrêta pas là. Hier, j'ai rencontré un écureuil qui parle français. Il a dit qu'il voulait être ami avec toi, mais il est un peu timide. Est-ce que ça te plairait ? Elena pencha la tête, serrant la poupée tricotée contre sa poitrine. Cette fois, elle ne se détourna pas. Une semaine plus tard, pendant la thérapie, Elena dessina de nouveau. Mais cette fois, le dessin avait un nouveau personnage, debout à l'extérieur du cercle noir, tenant une petite lampe et la plaçant près des barreaux. Cette silhouette avait des cheveux, des yeux et un nom. « Est-ce que Elena a dessiné tonton Daniel ?» demanda Marie, ses yeux touchant le dé calligraphié sur la main de la silhouette. Elena ne répondit pas. Elle dessina juste un petit cœur sur la poitrine de la silhouette, puis s'arrêta, posa le crayon. La porte s'ouvrit. Daniel entra avec une voix de canard. « Coin, coin, quelqu'un a appelé le docteur Canard aujourd'hui. » Elena se retourna, les yeux brillants. Mais aujourd'hui, elle ne resta pas assise. Elle avança, lentement et avec hésitation, comme si même le sol pouvait s'effondrer sous ses pieds à tout moment. Elle prit sa main, sans parler, le tirant doucement plus près du dessin. Puis elle pointa du doigt la silhouette avec la lampe, la main tenant la lettre D. Après ça, elle plaça sa main à lui sur sa poitrine, là où son cœur battait, très doucement, mais battait encore. Daniel ne dit rien pendant les premières secondes, sa main suspendue en l'air. Puis il serra doucement la main de la fillette. La prise était légère, chaude, sans exigence, sans contrainte. Puis il se pencha, murmurant comme s'il avait peur que toute la pièce ne se brise, « Tu n'as pas besoin de parler pour l'instant. Je t'entends. » Marie se tenait derrière, serrant fermement le dossier de traitement. Elle se détourna. Il y a des types de rétablissement qui ne figurent pas dans les statistiques, qui ne peuvent pas être mesurés par des indicateurs, seulement ressentis par le souffle. Dans un monde qui avait été silencieux au point d'en être suffocant, Elena avait répondu avec la seule chose en laquelle elle avait confiance, une main posée sur son cœur. Et Daniel, qui n'attendait pas les mots, avait tout entendu.
Le ciel était couvert tout l'après-midi, les nuages épais semblant avaler la dernière lumière du jour. La route menant à l'ancien quartier résidentiel était pleine de nids de poules, des fissures comme des cicatrices non guéries sur le visage de la terre. Une vieille voiture grise s'arrêta à côté du numéro 46, l'endroit qui avait été la prison d'Elena. La portière s'ouvrit et Léonard en sortit. Sa démarche était instable, mais ses yeux étaient vifs. Il n'avait aucun bagage. La seule chose que Léonard portait était un couteau pliant caché dans la poche de son manteau et une haine inflexible. Il regarda autour de lui. Le quartier était désert. Les gens ne posaient pas de questions quand ils voyaient quelqu'un revenir de l'enfer. Tout le monde savait, mais personne ne voulait s'impliquer. Le vieux voisin se tenait silencieusement sur son porche, tenant une cigarette, ne disant rien quand Léonard jeta un coup d'œil. Il secoua juste légèrement la tête, puis rentra, fermant fermement la porte. Léonard marmonna, « Vous pensez que mon arrestation, c'est la fin, hein ?» Il ouvrit la porte de la maison. L'odeur familière de moisi s'en dégagea. Irene était assise, recroquevillée dans un coin du lit, ses mains cherchant une vieille photo usée. « Elle n'est plus là, dit-elle doucement. » On ne savait pas si elle parlait à Léonard ou si elle se le rappelait à elle-même. Léonard eut un faible sourire. Il ne discuta pas, ne frappa pas, renifla simplement, puis ouvrit le placard, en sortant une vieille casquette de baseball. Tandis qu'Irene enfouissait sa tête dans l'oreiller, Léonard glissa discrètement le couteau dans sa poche et sortit. Ce soir-là, Daniel arriva à l'hôpital plus tard que d'habitude. Le travail l'avait entraîné dans de longues réunions, mais cela ne l'empêcha pas de faire un détour par l'hôpital à la tombée de la nuit. Il s'arrêta devant l'unité d'hospitalisation. La porte vitrée reflétait la faible lumière jaune. Alors qu'il s'apprêtait à entrer, une silhouette sombre traversa le couloir au loin. Lente, voûtée, mais la façon dont les épaules de la personne étaient rentrées, les pas lourds, le firent frissonner. Daniel accéléra le pas, essayant de mieux voir, mais la silhouette sombre avait tourné un coin, disparaissant. Un pressentiment se déclencha comme une alarme dans son cœur. Il sortit son téléphone, appelant directement le chef Hammond. « Léonard Carson. A-t-il été libéré ?» La voix à l'autre bout hésita. « Oui, il a été temporairement libéré il y a 3 jours. Nous rassemblons toujours des preuves pour pouvoir le poursuivre. Il a des antécédents de violence, mais il n'y a pas d'ordonnance restrictive. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Daniel serra plus fort son téléphone. « Je pense qu'il rôde autour de l'hôpital. Je viens de voir quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup, énormément. Nous allons envoyer quelqu'un vérifier tout de suite. Mais si vous voyez quelque chose de suspect, ne l'affrontez pas seul. » Daniel raccrocha, les yeux toujours fixés sur le couloir. Il ne le dit pas, mais son estomac s'était noué. L'inquiétude commençait à s'accrocher à lui comme de la buée sur une vitre, silencieuse mais persistante. 1 heure plus tard, dans l'obscurité derrière l'hôpital, Léonard se tenait appuyé contre la clôture, la main tenant le couteau enfoui profondément dans sa poche. Son manteau cachait la majeure partie de son visage. Il regardait la petite fenêtre où Elena s'asseyait souvent pour dessiner l'après-midi. La fenêtre était fermée, les lumières de la pièce éteintes, mais pour Léonard, ce silence n'était pas paisible. C'était un défi. « Cette petite garce », murmura-t-il entre ses dents. Elle ne l'ouvrira jamais, sa bouche. Dans sa tête, des souvenirs confus revenaient. Le bruit de la corde qui se serre, le claquement des portes, les pas craintifs de la fillette sur la pointe des pieds dans le couloir. Il ne se souvenait pas des dates, mais il se souvenait des yeux. Ses yeux n'avaient pas le droit de lever la tête, n'avaient pas le droit de vivre. Il eut un sourire narquois, comme quelqu'un qui venait de retrouver l'entrée d'un enfer familier. « Je suis là. » Sous la lumière inégale de l'arrière-cour de l'hôpital, l'ombre de Léonard se fondait dans la nuit, comme une vieille partie d'un crime qui n'avait jamais été puni. Et cette fois, il n'était pas venu pour être silencieux. Il était presque minuit. Le couloir de l'hôpital était silencieux, comme si tout son avait été aspiré par les murs blancs. Les faibles lumières du plafond brillaient sur le carrelage froid, étirant les ombres du personnel de garde comme les fantômes silencieux d'une douleur non guérie. Devant la chambre 203, la salle de thérapie spéciale d'Elena, 2 gardes de sécurité veillaient. C'était l'ordre de Daniel après avoir suspecté que Léonard rôdait autour de l'hôpital. Chaque garde durait 4 heures, leurs yeux ne quittant jamais la porte avec le panneau indiquant « Zone restreinte, entrée interdite ». À l'intérieur, Elena dormait. Elle serrait la poupée tricotée contre sa poitrine, sa respiration régulière, ses paupières tremblotant, comme si elle faisait un rêve rare, sans obscurité. Léonard se collait aux ombres du couloir,
les yeux fixés sur la caméra suspendue en hauteur. Il avait observé assez longtemps pour connaître le délai entre les balayages, ainsi que les angles morts que les gardes étaient les plus susceptibles de négliger. Ce soir, il n'était pas venu pour menacer, il était venu pour en finir. Un garde venait de partir pour prendre un appel, l'autre s'était temporairement retiré aux toilettes. 40 secondes. C'est tout ce dont il avait besoin. Léonard se glissa jusqu'à la porte. Il sortit une carte-clé volée à un ancien employé, prise en sandwich entre deux couches de son manteau. Bip. La porte s'ouvrit en un clic. Elena se réveilla en sursaut. Dans l'obscurité, elle vit une silhouette imposante dans l'embrasure de la porte. Cette sensation, comme une coupure familière déchirant chaque couche de guérison qu'elle avait tenté de recoudre ces dernières semaines. Léonard se tenait au pied du lit. Ses yeux étaient fous, comme ceux d'une bête. Sa bouche était serrée, sifflant chaque mot entre ses dents. « Petite salope. Tu pensais pouvoir t'échapper, hein ?» Elena tremblait, ses mains se resserrant autour de la poupée, mais il était trop tard. Léonard s'avança, lui attrapant l'épaule. Il se pencha, son haleine fétide sur son visage, son autre main se tendant derrière sa tête, lui attrapant les cheveux. « J'ai dit que tu devais te taire pour toujours. » Juste au moment où il levait la main pour frapper, la porte s'ouvrit en grand. Daniel apparut avec 2 policiers. Les mains sur la tête, maintenant. Léonard se retourna brusquement, mais avant qu'il ne puisse réagir, les 2 officiers se jetèrent sur lui, le plaquant au sol, le menottant dans le dos. « Vous n'avez pas le droit. C'est ma famille. Je suis son tuteur. » cria-t-il, la voix pleine de venin. Daniel ne dit rien. Il s'avança, se plaçant entre Elena et Léonard, se tenant simplement là, comme un mur inébranlable. Alors qu'on relevait Léonard, il tourna la tête, ses yeux flamboyants comme des braises mourantes s'embrasant une dernière fois. « Tu penses que tu peux la sauver, hein ?» Daniel répondit, sa voix douce mais chaque mot comme un clou qu'on enfonce, « Je ne le pense pas. Je le fais. » L'air se figea pendant 3 secondes. Puis Léonard fut emmené, sa bouche sifflant encore de haine. Elena était assise sur le lit, immobile. Elle n'avait pas pleuré, n'avait pas crié, mais dans ses yeux, quelque chose venait de se briser. Non pas à cause de la peur, mais parce que pour la première fois, elle n'avait pas été abandonnée. Daniel se retourna. Il s'approcha lentement, s'agenouillant devant elle, ne la touchant pas, ne la forçant pas à parler. Mais Elena, pour la première fois, tendit la main, prit sa main, petite et froide, mais la serrant fermement. Et puis ses lèvres bougèrent légèrement, sans son, mais très clairement. 2 mots, lentement, qui avaient mis près de 10 ans à être prononcés. Daniel retint son souffle. Il regarda ses petites lèvres, puis hocha la tête. « Je sais. » À ce moment qui aurait dû être rempli de peur, Elena avait parlé avec ses mains, avec ses yeux, avec ses lèvres en mouvement, quelque chose qu'elle avait cru ne jamais pouvoir dire. Et Daniel avait écouté, sans avoir à demander. La salle d'audience du 3e étage du palais de justice de district était vivement éclairée sous de dures lumières de plafond blanche. Des rangées de sièges en bois bondé étaient si silencieuses que le bruit d'une page tournée résonnait aussi clairement que le vent soufflant dans la paume d'une main. Elena était assise au premier rang, parmi des étrangers. À sa gauche se trouvait le docteur Marie, à sa droite, Daniel, la seule personne en qui elle avait confiance quand il n'y avait personne d'autre sur qui s'appuyer. Elle ne regardait pas Léonard, ni le banc des juges. Sa main se serrait sur le petit panneau posé sur ses genoux, pas encore levé, mais les mots étaient déjà écrits. Au cours des 4 dernières semaines, tout le pays avait appris son nom, une fille enfermée dans l'obscurité pendant près de 10 ans, sans papier, sans voix, sans droits humains. Un homme, son oncle, accusé d'emprisonnement et de sévices, comme dans une histoire d'horreur. La télévision en parlait, les nouvelles en ligne diffusaient chaque détail, mais personne ne connaissait le vrai regard dans les yeux de cette fille, sauf Daniel. Le procès était présidé par une juge sévère, sa voix claire et décisive. Léonard était assis en face d'elle, arborant toujours une façade de calme, chemise blanche, cheveux bien peignés, mais ses yeux ne pouvaient cacher la férocité cachée à l'intérieur. Son avocat de la défense argumenta faiblement, « Mon client n'avait aucune intention de maltraiter. Il voulait seulement isoler l'enfant en raison de sa condition psychologique particulière. » Daniel s'avança à la barre des témoins. Pas de note en main, pas besoin de se préparer. Chaque mot qu'il prononça était une vérité vivante gravée dans son cœur. J'ai été la première personne à voir Elena en dehors de la cellule de prison appelée chambre. J'ai vu qu'elle ne parlait pas, ne pleurait pas, ne bougeait pas, de peur que le simple fait de faire un son ne lui vaille des coups. Toute la salle d'audience retint son souffle.
Je suis aussi celui qui a été témoin de l'effraction de Leonard Carson dans la salle de traitement, attrapant les cheveux de la fillette avec l'intention de la frapper, alors qu'Elena venait à peine d'apprendre à sourire à nouveau après de nombreuses années. Une vidéo d'un voisin fut montrée. L'image était floue, mais il était clair que Leonard maudissait devant la porte de la maison, sa voix entrecoupée de phrases comme « c'est un fardeau, elle n'aurait pas dû naître ». Suivirent des photos de la scène de crime, des cordes, un matelas moisi, une chambre sans fenêtre. Enfin, le rapport médical, traumatisme psychologique grave, signes de malnutrition prolongée, ecchymoses anciennes et nouvelles sur le dos, les bras et le cou. Le docteur Marie fut invité à parler. Elena ne parle peut-être pas avec sa bouche, mais chaque cicatrice sur son corps et dans son cerveau est une preuve plus éloquente que n'importe quel témoignage. Léonard nia, je n'ai rien fait de mal. J'essayais juste de l'élever. La gamine est malade. Elle est muette depuis qu'elle est petite. La juge ne fléchit pas. Vous avez le droit de garder le silence, mais le dossier que nous avons devant nous n'est pas silencieux. En plus des preuves du passé, la police présenta également des données recueillies la nuit où Léonard avait tenté de s'introduire dans l'hôpital pour nuire à Elena. Un extrait vidéo d'une caméra de couloir fut diffusé sur grand écran, une image claire de Léonard se faufilant derrière un agent d'entretien, profitant du moment où celui-ci se retournait pour voler la clé de la chambre d'hospitalisation. L'officier enquêteur poursuivit, lors de son arrestation, nous avons trouvé un couteau pliant caché dans la poche gauche du manteau de M. Leonard Carson. L'arme a été confisquée et transférée à la salle d'épreuve. La salle d'audience se tut pendant quelques secondes. Daniel était assis en bas, ses yeux ne quittant jamais Elena, qui serrait silencieusement sa main. Il ne l'avait pas seulement détruite dans le passé, il était revenu armé d'un couteau avec l'intention de tuer la dernière chance de survie d'Elena. Après une heure de délibération, le verdict fut annoncé, Leonard Carson est condamné à 25 ans de prison pour les crimes de maltraitance aggravée sur enfants, séquestration illégale et coups et blessures volontaires. Personne n'applaudit, mais l'atmosphère éclata en un silence assourdissant. C'était comme si toute la salle venait de pousser un soupir si long que tout le monde avait oublié quand ils avaient commencé à retenir leur souffle. Irene, la mère d'Elena, ne fut pas poursuivie. Elle fut identifiée comme une victime totalement dépendante, mais le tribunal déclara également qu'elle avait perdu sa tutelle légale car elle n'était pas apte à s'occuper d'elle. Daniel se leva. Il s'avança, prenant la main d'Elena. La fillette se leva, les yeux ne sillant pas, la main tremblant légèrement, mais elle leva quand même le panneau blanc. Les mots étaient écrits au marqueur noir, les traits inégaux, mais personne ne pouvait les mal lire, je n'ai plus peur. Tout le monde dans la salle se leva, sans qu'on le leur demande. Ils commencèrent à applaudir, légèrement d'abord, puis plus rapidement, non pas pour une victoire, mais pour une vie qui venait d'échapper à l'obscurité. Daniel se tourna vers la juge. Il soumit une demande pour devenir le tuteur temporaire d'Elena. Le dossier était là, la capacité financière était prouvée, l'affection n'avait pas besoin de justification. La juge hocha la tête, ses yeux brillant d'un regard bien différent de sa voix initialement sévère. Temporairement, M. Daniel Reed est nommé tuteur légal d'Elena Carson, pendant la période de traitement et de stabilisation. Elena ne comprit pas tous les termes, mais elle comprit une chose, sa main tenait toujours la sienne, sans la lâcher. La justice ne change pas le passé, mais elle confirme que la douleur était réelle, qu'un enfant autrefois oublié mérite de se tenir dans la lumière. Et aujourd'hui, Elena était sortie, sans un mot, mais assez fort pour que le monde entier l'entende. La nouvelle chambre d'Elena se trouvait au 2e étage du manoir de Daniel. La fenêtre donnait sur un jardin ensoleillé où des buissons de lavande se balançaient comme s'ils respiraient. Les couleurs des murs étaient douces, les rideaux de voile blanc flottaient dans la brise, l'espace si paisible que c'était comme si le monde extérieur n'avait jamais connu un cri. Elena était assise sur le tapis à côté du lit, tenant toujours sa poupée tricotée familière. La lumière entrait par la fenêtre, peignant de douces traînées sur son visage. Ses cheveux étaient plus longs qu'avant, ses joues légèrement plus roses. Elle ne parlait toujours pas à voix haute, mais son expression n'était plus celle d'une enfant en fuite. Daniel entra, portant une grande boîte. Il la posa sur la table, respirant doucement. Aujourd'hui, la poste a apporté 12 lettres, 3 livres pour enfants, 2 jouets et une paire de chaussons tricotés roses. Tout est adressé à toi. Elena ne réagit pas immédiatement. Elle leva les yeux vers lui, son regard encore un peu méfiant, mais ne l'évitant plus. « Qu'est-ce qu'ils écrivent » demanda-t-elle avec ses mains, dessinant sur la petite ardoise. Daniel sourit légèrement, prenant une enveloppe bleu clair. Une fille nommée Lily, 8 ans, a écrit «
j'avais peur du noir aussi, mais quand quelqu'un me tient la main, ce n'est plus si effrayant. Elena pencha la tête, sa petite main serrant légèrement la poupée. Daniel ouvrit une autre lettre, lisant « Chère petite, je ne sais pas qui tu es, mais je crois que tu es très forte. Vis comme une lampe, ne t'éteins plus. » Il leva les yeux, son regard croisant directement le sien. Beaucoup de gens veulent t'envoyer des cadeaux, des vœux, même de l'espoir. Mais moi, je ne veux qu'une seule chose. Elena cligna des yeux, ses joues rougissant légèrement. « Que veux-tu » écrivit-elle sur l'ardoise. Daniel s'assit à côté d'elle, plaçant sa main sur le côté gauche de sa poitrine. Il sourit. « Je n'ai besoin que d'une chose, ton sourire. » Silence. Le vent dans le jardin bruissait doucement, emportant le parfum de la lavande et quelque chose d'aussi doux qu'une enfance volée, maintenant restituée. Elena baissa la tête. Elle sortit un morceau de papier de sous son oreiller. Personne ne savait quand elle l'avait caché. Elle posa le stylo, tremblante mais décisive. Les lettres n'étaient pas droites, l'encre n'était pas uniforme, mais 3 mots apparurent clairement, « J'ai confiance en toi ». Daniel ne dit rien pendant quelques secondes. Sa main reposait sur son épaule, très légèrement mais sûrement, comme la façon dont il avait toujours été là pour elle depuis le début. Pas bruyant, pas pressé, juste aussi stable que le sol sous ses pieds. Il se pencha, murmurant doucement à l'oreille d'Elena, « Cette fois, personne ne te fera plus de mal. » Elena leva les yeux. Un sourire fleurit, très légèrement, comme une fleur précoce de printemps, hésitante mais incapable de se cacher. Plus un sourire tordu de peur, mais un vrai sourire. Pour la première fois. Daniel savait que tout le mal ne pouvait pas être effacé immédiatement, mais il savait aussi qu'avec ces 3 mots, Elena avait franchi la frontière du silence, entrant dans un monde où elle était vue, crue et aimée inconditionnellement. Parfois, une personne n'a besoin que d'une chance pour restaurer sa confiance. Elena l'avait dit, non pas avec des mots, mais avec la confiance. Et Daniel, comme une petite lampe, avait gardé cette lumière avec toute sa vie. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Elena avait officiellement emménagé dans le manoir. Tout avait changé pour le mieux. Comme d'habitude, un matin de week-end, Elena était assise sur le tapis sous l'arbre dans le jardin, tenant des crayons de couleur. Devant elle, une feuille de papier noir recouverte de traînées de jaune, de blanc et d'orange. Pas de forme spécifique, juste des traînées de lumière courbées comme si elle dansait. Elle dessinait ainsi tous les jours, pas beaucoup, pas pressée, mais régulièrement. Daniel ne lui demandait pas ce qu'elle dessinait. Il s'asseyait juste à quelques pas, lisant des lettres publiques, jetant de temps en temps un coup d'œil à la fillette. Un jour, Elena le tira, plaça sa main sur la peinture, puis dessina un rayon de lumière reliant la peinture à sa main. Daniel comprit. C'était sa façon de dire « J'apprends à ressentir la lumière ». Le docteur Marie venait souvent le matin. L'après-midi était consacré à l'orthophonie avec un spécialiste. Elena ne parlait toujours pas, mais elle écoutait, se souvenait et commençait à réagir avec ses yeux, ses mouvements de main, même un léger hochement de tête. Irene était également venue vivre avec eux. Une petite chambre avait été préparée au rez-de-chaussée. Elle ne disait pas grand-chose et n'essayait pas d'être à nouveau une mère, mais chaque matin, elle préparait toujours du thé, frappait toujours à la porte d'Elena en guise de salut maladroit. Daniel ne forçait pas la mère et la fille à recommencer à zéro. Il comprenait que certaines fissures n'avaient pas besoin d'être comblées, qu'il fallait juste apprendre à vivre avec. Cette nuit-là, le jardin était calme. Daniel était assis sur un tabouret, écoutant la douce musique classique qu'il jouait toujours chaque soir. Clair de lune de Debussy. La chanson qu'il aimait depuis l'enfance, celle aussi qu'il avait jouée pour Elena dès la première nuit où elle était venue vivre avec lui. Il pensait qu'elle dormait. La fenêtre de sa chambre était entr'ouverte, la lumière jaune de la pièce projetant sur le rideau une petite silhouette recroquevillée avec la poupée tricotée. Il écoutait juste la douce musique de piano s'évanouir dans la nuit comme une rivière de choses non dites. Il n'appela pas, n'avait pas l'intention de le faire, resta juste immobile à regarder, puis s'éloigna. C'est alors qu'un très petit son, si petit qu'il semblait être le vent, se fit entendre. Tonton Daniel. Il leva la tête, son cœur s'arrêta un battement. Daniel. La voix était faible, rauque, mais claire. Sans erreur possible. Pas une hallucination. Il se retourna, entra dans la chambre de la fillette. Elena était allongée sur le lit, les yeux toujours grands ouverts, mais sa main avait lâché la poupée. Elle le regardait, sans peur, sans l'éviter, juste pour la première fois, elle osait dire le nom de quelqu'un. Daniel s'approcha, s'agenouilla devant le lit, prit la main de la fillette, la voix tremblante. « Tu viens de parler, Elena,
Tu as parlé. Elena sourit. On ne savait pas si c'était parce qu'elle-même était surprise ou parce qu'il l'avait entendu. Mais ce sourire, pour Daniel, était plus que n'importe quel miracle. Toutes les voix ne commencent pas par la gorge. Certaines voix mettent une vie à se retrouver. Cette nuit-là, Elena s'était retrouvée, avec 2 mots simples, mais suffisants pour réécrire toute sa vie. La petite cour de l'école était remplie de soleil. Des rubans de couleur et des ballons en papier se balançaient dans la brise légère, comme si même l'air souriait. Sur la scène de fortune sous le grand chêne, des rangées de chaises en plastique blanc étaient soigneusement disposées pour une cérémonie de remise de diplôme pas comme les autres. Elena se tenait en coulisses, tenant un morceau de papier plié en 4, une simple robe blanche, les cheveux attachés lâchement en arrière. Ses yeux n'étaient plus hésitants, mais brillaient de quelque chose qui n'était pas de la confiance, mais du courage. Une année s'était écoulée. 12 mois de thérapie, d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, d'apprentissage à affronter le regard des autres sans se recroqueviller. Le docteur Marie se tenait à côté d'elle, hochant légèrement la tête. Daniel était assis au premier rang, parmi les autres parents. Il portait une chemise blanche, une cravate grise, les mains posées sur ses genoux, ses yeux ne quittant pas Elena depuis qu'elle était sortie. Le directeur lisait la liste des élèves terminant le programme de soutien spécial. Quand il arriva au nom d'Elena, toute la cour de l'école se tut. La fillette s'avança, sans faillir, sans se retourner, juste de petits pas, réguliers et sûrs. Elena se tenait devant le microphone. Sa main tremblait légèrement, mais elle ne baissa pas les yeux. Sa voix, lente, petite mais claire, retentit, je vivais dans l'obscurité. Mais une lumière est venue. Pas grande, mais assez pour que je voie la porte. Et à partir de là, j'ai appris à sortir. Merci à celui qui ne s'est pas détourné. Les applaudissements furent assourdissants. Marie toucha doucement sa poitrine. Daniel baissa juste la tête, des larmes coulant lentement, mais sans se cacher du tout. Elena le regarda une seconde. Elle laissa tomber le papier, descendit de la scène en courant et serra Daniel dans ses bras. Ses petits bras se resserrèrent, sa tête reposant sur son épaule. Et pour la première fois, elle prononça les mots vers lesquels tout ce voyage avait mené, « Je ne suis plus piégé, grâce à toi ». Daniel serra légèrement ses petites épaules. Il ne pouvait pas répondre, sa gorge était nouée, mais dans son cœur, quelque chose s'était brisé, non pas des larmes, mais un vieux vœu en cours de guérison. Un mois plus tard, la fondation La Lumière d'Elena naquit. Le siège était petit mais chaleureux, situé dans le centre communautaire. Daniel utilisa ses propres fonds pour lancer un programme d'aide aux enfants maltraités, isolés, sans papier, les enfants qui avaient été autrefois invisibles. Le panneau à l'entrée était gravé des premiers mots d'Elena, « J'ai confiance ». Lors d'un rassemblement médiatique après le lancement de la fondation, une journaliste demanda à Elena, « Si vous pouviez envoyer un message au monde, que diriez-vous » Elena regarda dans l'objectif de la caméra, sans ciller, sans lire de papier. Elle répondit avec la voix même qui avait été enterrée dans le silence, « Regardez les enfants silencieux. Peut-être attendent-ils simplement que quelqu'un s'arrête. » L'atmosphère dans la salle de réunion était d'un calme mortel. Certains baissèrent la tête, d'autres essuyèrent leurs yeux. Daniel était assis à l'arrière, les yeux calmes mais pleins de fierté. Pour Daniel, Elena n'était pas seulement une enfant qu'il avait sauvée. Avant, il n'était qu'un homme d'affaires froid et insensible pour la société. Mais Elena est apparue, non pas pour être sauvée, mais pour lui donner une raison de devenir meilleure. Pour Elena, Daniel n'était pas un tuteur. Il était la lumière, la preuve que les gens peuvent aimer un enfant qui n'est pas de leur sang, simplement parce qu'il mérite d'être aimé. L'obscurité peut voler les voix, le temps, l'enfance, même l'espoir. Mais la confiance, jamais. L'histoire d'Elena n'est pas seulement la tragédie d'une enfant oubliée, mais un miroir reflétant le silence terrifiant des adultes face à la douleur inexprimée. Combien d'enfants vivent dans l'obscurité simplement parce qu'ils ne savent pas comment appeler à l'aide, et que les adultes sont trop occupés pour s'arrêter ? Choisirons-nous de continuer à nous détourner, ou de devenir la première personne à s'avancer et à dire « Tu n'as plus à endurer ça seul ?» Merci d'avoir écouté cette histoire de tout votre cœur. Chacune de vos émotions est la lumière pour Elena et les enfants comme elle. Je vous souhaite d'être heureux chaque jour et à bientôt dans les prochaines histoires, où nous continuerons à chercher la vérité, la compassion et l'espoir.